Hold'em Masterclass numéro 62. Refermer le piège au flop. Dans le cadre des tactiques de piège, nous allons voir un joueur qui sous-joue une grosse paire pré-flop, mais qui arrête de sous-jouer au flop pour se mettre à attaquer. D'une manière générale, s'entêter dans une technique particulière n'est pas payant au poker. Il vaut mieux varier son jeu à l'échelle d'une série de coups, mais aussi à l'échelle d'un coup isolé. Nous nous trouvons dans un tournoi à 500 €, en marge du championnat du monde de tête-à-tête à Barcelone, en 2006. Le tournoi a commencé il y a peu de temps, nous sommes au niveau de blinde 20-40, et les tapis n'ont pas encore beaucoup de différence puisqu'ils sont encore tous proches des 10 000 du départ. Notre personnage s'appelle Michael Keiner. C'est un champion allemand qui a gagné un bracelet au WSOP 2007. Notre main est la paire de roi, et nous nous trouvons UTG, c'est-à-dire assis juste après le surblindeur. C'est donc nous qui allons parler en premier. La paire de roi est la deuxième main possible parmi les 169 mains de départ, mais elle doit être protégée, c'est-à-dire qu'il faut jouer fort pour raréfier les adversaires. Cela n'empêche pas que l'on peut parfois la sous-jouer, c'est-à-dire juste suivre le surblind pré-flop, simplement parce que les adversaires dans ce cas ne nous imaginent pas sur cette main-là, et cela peut nous aider à les piéger ensuite. Mais cette manœuvre ne peut se faire que si nous sommes en début ou en milieu de parole, car il reste très dangereux pour nous de maintenir volontairement trop de joueurs sur le coup. Nous payons les 40, tous les joueurs passent jusqu'au bouton qui relance à 120, le petit blind paye les 120, le gros blind passe, et nous payons aussi les 120. Le bouton relance au triple. C'est un joueur que nous avons identifié comme étant un joueur professionnel. Comme il a la meilleure position, il n'est pas impossible qu'il tente ici une agression sans main vraiment puissante. Dans cette position, il est possible de relancer de cette manière avec As-10 ou n'importe quelle paire, même pourquoi pas avec une main marginale du type Roi-10 par exemple. Le petit blind paye, nous l'avons identifié comme étant un joueur amateur sans grande expérience. Attention, car ces joueurs-là sont capables de tout, et ils sont souvent insensibles aux bluffs les plus élaborés montés par leurs adversaires. Mais ce sont aussi ceux qui tombent le plus facilement dans les pièges. Or, entre nos deux adversaires, c'est ce joueur amateur qui a le plus de tapis. Nous devons donc le surveiller de près. Le gros blind passe. Nous nous retrouvons donc face à deux joueurs, avec 80 à payer pour suivre, le pot étant de 320. Évidemment, nous pourrions relancer ici à 360 par exemple, car il est fort probable que nous soyons les meilleurs à ce stade du coup. Et en le faisant, nous serions presque sûrs d'avoir le pot tout de suite. Mais nous sommes en début de tournoi, et nous devons au contraire être opportunistes pour pouvoir monter un tapis qui soit le plus gros possible. Ce coup se dessine plutôt bien, donc notre intérêt est au contraire de faire profil bas et de nous limiter à payer. Donc nous payons et le pot contient 400. Le flop est composé de 3 piques, le 10, le 5 et le 2. C'est bon pour nous pour deux raisons. D'abord, le flop ne contient pas d'as. Or, c'est ce que nous redoutions le plus. La probabilité pour que le flop comporte un as si nous estimons qu'un adversaire en a déjà un dans sa main est d'environ 16%, soit un flop sur 6. Ensuite, ce flop est à pique, et nous possédons justement le roi de pique, ce qui signifie que nous avons un tirage à la couleur seconde en plus de notre overpair. On note de surcroît que notre overpair est invisible, puisque nous nous sommes bien gardés de relancer pré-flop. Donc, si un de nos adversaires a la paire de 10, par exemple, il peut se croire favori, ce qui n'est évidemment pas le cas. Andreas check, nous ouvrons à 400, Ignacio relance à 800, Andreas paye les 400, nous relançons à 3000, Ignacio passe, Andreas relance de notre tapis et nous payons. Le petit blind check, mais pour ce qui nous concerne, nous choisissons d'arrêter de sous-jouer nos rois. Ce petit jeu peut s'avérer dangereux, car nous n'avons pas l'as de pique et nous avons deux adversaires. En ouvrant, nous devrions en éliminer un, et cela nous plaît nettement plus. Nous décidons donc d'ouvrir à la hauteur du pot, c'est-à-dire 400. Ignacio nous demande alors de vive voix si nous avons trouvé quelque chose au flop. Réaction classique d'un joueur d'expérience qui essaie d'obtenir de l'information par la conversation. Évidemment, nous ne révélons rien. Ignacio décide de relancer à 800. Il est possible qu'il soit en plein bluff, comme c'est souvent le cas quand un flop monocolore arrive.
Il joue comme s'il possédait déjà la couleur en relançant juste au minimum. Mais le plus probable est que, nous voyant faire un bloc bête de 400 alors que nous avons sous-joué jusqu'ici, il décide de nous mettre à l'épreuve au cas où nous essaierions nous-mêmes de voler le pot grâce au flop monocolore. Mais le plus inquiétant, c'est Andreas qui suit la relance. C'est très inquiétant car lui aussi agit comme s'il avait vraiment la couleur. Pour ce qui nous concerne, notre action a totalement échoué car au lieu d'éliminer un adversaire, ils sont toujours là tous les deux et en plus, l'un d'eux a même relancé. Nous pourrions payer la relance et attendre la turn. Mais nous recherchons à monter un gros tapis et nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir deux adversaires sur le coup. Donc nous recommençons, nous relançons à nouveau. À cet instant, le pot comporte 2400. Nous décidons de relancer à 3000, ce qui nous fait ajouter 2600, soit le tiers de notre tapis restant. Cette fois, Ignacio jette l'éponge, tant mieux. Mais Andreas semble d'un seul coup aiguillé par notre relance. Il relance à la hauteur de notre tapis. Ce joueur est un joueur amateur, ne l'oublions pas, mais nous ne comprenons vraiment pas comment il pourrait relancer à une telle hauteur s'il possédait vraiment la couleur. Au contraire, si c'était le cas, son jeu serait de suivre notre relance pour nous attraper à la turn et nous prendre encore plus de jetons. En fait, ce que nous craignons le plus chez lui, ce sont deux jeux précis. Le brelan, car il peut très bien avoir paire de 10, de 5 ou de 2 en main. Pour le battre, il va nous falloir trouver un roi ou un pique, ce qui représente 11 cartes sur 45. Mais aussi l'as de pique en main, car si nous payons et si un autre pique tombe ensuite, nous sommes battus malgré notre roi de pique. Et dans ce cas, même un as quelconque le fait gagner. Dans un cas comme dans l'autre, nous voyons mal pourquoi il se serait contenté de payer les 800 d'Ignacio, alors qu'il aurait dû les relancer, voire même aller à tapis. C'est donc qu'a priori, il n'aurait ni brelan, ni tirage max à couleur. En plus, nous avons déjà vu ce joueur mener quelques bluffs dans ce tournoi, et nous pensons possible qu'il essaie de voler le pot à cet instant, avec n'importe quelle paire par exemple. Voyons maintenant les données financières. Si nous payons et si nous perdons, l'histoire est finie pour nous, mais ce ne sera pas la première fois ni la dernière. Si nous payons et si nous gagnons, nous passons de 10 000 à près de 22 000 et nous devenons chip leader du tournoi. En plus, nous mettons à genoux un adversaire car Andreas n'aura plus que 2 000 pour continuer. Si nous passons, nous continuons le tournoi avec un petit tapis de 6 880. Finalement, nous optons pour le risque, justement parce que sa relance à tapis nous donne à penser qu'il essaie de voler le pot. Nous abattons la paire de roi et Andreas abat dame 10, ce qui lui donne seulement paire de 10 au final. Il nous avait relancé sans pique, seulement avec la paire, ce qui était effectivement un vol de pot, et nous passons en tête du tournoi. La leçon porte sur le fait de sous-jouer une grosse main. Certains joueurs, parmi les moins aguerris, s'acharnent à sous-jouer leurs mains tout au long du coup. Régulièrement, cette façon de faire leur occasionne de grosses pertes, car cela maintient des adversaires sur le coup, et cela leur permet de voir des cartes qui leur donnent la combinaison gagnante, que ce soit brelan, deux paires, quinte ou même couleur. Ici, par sa façon de jouer, le champion allemand Michael Keiner nous donne une bonne leçon dans ce domaine. Préflop, il sous-joue les rois en étant premier à parler. Comme il n'a que deux adversaires en fin de tour d'enchère, il n'a pas à relancer et suit la petite relance d'Ignacio. Arrive le flop qui lui donne l'overpair et le tirage à couleur seconde. C'est là qu'il décide d'arrêter de sous-jouer sa main. Donc il ouvre d'emblée, et cela ne peut qu'inquiéter ses adversaires car il agit comme s'il avait vraiment un jeu au flop. D'autant que son intérêt maintenant est de sortir du coup au moins un joueur. C'est de cette manière et pas autrement qu'on protège sa grosse paire. Évidemment, quand il décide au final de payer le tapis d'Andreas, il n'est plus tout à fait sûr d'être favori. Mais comme nous l'avons vu, ces déductions conduisent à penser qu'il l'est probablement. Et cela lui suffit pour payer, car l'enjeu est énorme. Il consiste à doubler son tapis en début de tournoi, ce qui va lui donner les coups des franches ensuite pour organiser son jeu confortablement. Quant à Andreas, il est entré dans ce coup avec une main faible et une mauvaise position. Au flop, il touche la paire max, mais préfère la sous-jouer au lieu de la faire payer à l'adversaire. Quand il décide enfin de jouer agressivement et de faire tapis, il est déjà trop tard. Son adversaire a compris qu'il avait une bonne chance de gagner le coup en payant, et Andreas n'arrive pas à voler le pot à cause de son incohérence. Sous-jouer ses grosses mains au flop peut se faire dans 3 cas. 1. Faites-le rarement, sinon vous risquez d'être lisible. 2. Faites-le quand vous êtes en début de parole pour vous donner une chance de vous faire relancer par un adversaire agressif. 3. Ne maintenez votre piège que si vous touchez un jeu très fort, comme full max ou carré. Enfin, la dernière leçon que nous donne Michael Keiner est le jeu selon le profil de l'adversaire. Il sait qu'Ignacio ne va pas rester en jeu sans une main de premier choix, tandis qu'Andreas est capable de faire all-in avec une main moyenne. D'ailleurs, quand vous cliquez sur les cartes d'Ignacio en début de coup, vous remarquez qu'il possède la paire de 9 servie et qu'il a tirage à couleur au flop.
Mais devant la vigueur de ses adversaires, il se juge déjà battu et il décide, à juste titre, de quitter les enchères.